Ça fait quand même plusieurs années que j'entends parler de la FIFA et rarement bien quand même. Mais là, il y a cette fameuse Coupe du Monde qui s'organise aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Luc. Et évidemment, là, bon, c'est sous l'administration Trump que ça se décline ces jours-ci. Administration pour laquelle toutes les questions d'immigration ne sont pas simples. Hein. Puis là, qui dit Coupe du Monde dit pays d'un peu partout qui viennent pour jouer avec des entourages, des coachs, des équipes techniques. Et ça se passe très mal pour l'instant, Luc. Ben écoute, on a le droit à tout un match ou à un spectacle politique avant le spectacle sportif. Donc, c'est le 11 que ça débute. Là. Il y a des pays qui vont jouer déjà des matchs assez importants pendant la fin de semaine. Et M. Infantino, qui est à la tête de la FIFA, et effectivement, la FIFA n'est pas reconnue pour sa grande transparence, pour son jeu très clair, très net. M. Infantino avait pris les devants pour la question des formalités, des visas, et c'est un peu ce qui expliquait qu'on ait remis à Donald Trump cette espèce d'équivalent du Nobel de la paix, mais de la part de la FIFA. Les gens se rappellent peut-être de cette scène surréaliste. Là, on lui remet un trophée, on lui remet une médaille, il s'amuse à se la mettre dans le cou. Mais il y avait derrière ça un jeu politique. On souhaitait que l'administration facilite le travail pour les équipes, le membre du personnel des équipes, mais aussi les partisans des différentes équipes. Et ce à quoi on assiste depuis quelques jours, c'est inédit. Même des pays autoritaires n'ont pas fait ce que les Américains font présentement. C'est-à-dire qu'ils appliquent à un événement précis, la Coupe du Monde, l'ensemble de leur politique, ce qu'on a appelé le fameux travel ban, là, qu'on a élargi grosso modo, ça peut toucher 39 pays dans le monde. Et il y a des cas spectaculaires. Donc, on gère la Coupe du Monde comme on gérait l'immigration permanente aux États-Unis. Mm-hmm. Et il y a des cas très spectaculaires. On a parlé, par exemple, de l'Iran qui n'a reçu ses visas. On parle des joueurs que le 5 juin dernier, on devait s'entraîner du côté américain, on doit maintenant le faire du côté mexicain. Et on a des visas, des autorisations pour la journée des matchs. Il y a 3 matchs prévus aux États-Unis. Il faut arriver le matin du match et quitter après le match. Donc, ça, c'est le volet iranien. Du côté irakien, 2 joueurs, dont la grande vedette de l'équipe, qui a été retenue à l'aéroport pendant une période de 6 à 7 heures, avant qu'on lui dise toutes nos excuses. Ce n'était pas vous qu'on cherchait. On vous a confondu avec un autre Irakien, mais toujours est-il qu'on l'a embêté. Et le cas sans doute le plus spectaculaire, celui qui avait été élu le meilleur arbitre du continent africain pour l'année 2025, sans justification aucune, il avait ses visas, tous ses papiers étaient en règle. On l'a refoulé lui aussi à l'aéroport sans lui fournir de raisons valables pour l'exclure. Et tu auras remarqué que dans ce que je mentionne, ce sont des pays, soit on parle de l'Iran, bien sûr, pays avec lequel on est en guerre, ce qui est déjà une situation un peu particulière, mais ce sont des pays africains qui sont essentiellement visés. La liste est plus longue que ce que je t'ai dit, mais je répète, c'est inédit, c'est du jamais. Luc, on n'est pas en guerre avec l'Iran, là, je veux juste préciser. Là, il y a eu une petite excursion suivie d'un cessez-le-feu. Hein, je sais, remettre les bons mots sur les bonnes choses. Et même si Donald Trump vient de confirmer qu'on allait recommencer à frapper l'Iran, nous sommes toujours en cessez-le-feu. C'est vrai, merci de la correction. Mais moi, je me demande pourquoi la FIFA tolère ça. Parce qu'on ne peut pas se passer des Américains, de la puissance et de la taille des États-Unis. Et on devine que si on défie ouvertement l'administration, le président Trump, ça ne peut que... Tu vois, même lui censuré. Même Luc a été refoulé à la frontière américaine. Écoute, Isabelle, je vais parler du prochain sujet de Luc parce que ça donne que c'est un sujet que je connais assez bien. On voulait parler de l'inflation aux États-Unis. Les chiffres sont sortis là, il y a quelques heures à peine pour le mois dernier, le mois de mai. Donc, l'inflation aux États-Unis a atteint 4,2 %. C'est beaucoup. Là, on le sait, là, la cible, c'est généralement autour de 2 avec une fourchette entre 1 et 3, 4,2, c'est vraiment beaucoup. Mais est-ce que ça t'étonne, pendant que Florence essaie de recontacter Luc La Liberté, est-ce que ça t'étonne de voir ces statistiques-là? Ça m'étonne pas, mais ça reste que, pour Donald Trump, ça va vraiment pas dans la bonne direction. On a vu le mois dernier à 3,8 %, augmenté à 4,2 %. On est clairement en dehors de la fourchette là, cible de la Réserve fédérale américaine. Luc La Liberté est de retour. Il n'a pas été refoulé à la frontière. Il a réussi à passer finalement. Il a eu son visa. Luc, on parlait pendant que tu
petit esclave. Nous parlions de l'inflation. J'ai donné tous les chiffres. Tu sais que c'est mon sujet de prédilection. Mais là où je voulais t'entendre, toi, en tant qu'expert de la politique américaine, c'est qu'évidemment, il y a un nouveau shérif à la Réserve fédérale, Kevin Warsh, qui a remplacé Jerome Powell. C'est toute une saga là, entre le président et le gouverneur de la Fed. Il y a son nouveau poulain qui vient d'arriver et manifestement, avec les chiffres de l'inflation qu'on vient d'avoir, ça pourrait vraiment pas aller dans le sens que le souhaite Donald Trump. Ben, s'il a l'expertise nécessaire et le courage nécessaire, l'indépendance nécessaire, parce que c'était normalement une fonction totalement, indépendante. Ça devrait pas aller dans le sens du président. Surtout que dans les chiffres que tu as probablement eu le temps de donner pendant que j'étais au confessionnal, dans les cachot des douanes. Ouais. Voilà. On sait très bien pour n'importe quel gouvernement que certains critères ou indicateurs pour l'inflation, c'est pas un dirigeant, un président qui contrôle ça à lui seul. Mais dans le cas de Donald Trump, c'est difficile et je suis content que tu sois là, tu valideras mes informations. On considère donc que sans les tarifs douaniers et sans la situation avec l'Iran, qui bien sûr provient de ce choc, de cette excursion américaine en Iran, comme tu le formulais tout à l'heure, on calcule donc qu'on serait autour de entre 2 et 2,5 le taux d'inflation. Il y a donc une grosse part de cette inflation qu'on attribue cette fois à des décisions de l'administration. Ça ne facilite pas le travail de la Fed dans les circonstances, surtout pour quelqu'un qui arrive vraiment presque comme un cheveu sur la soupe. Il n'est pas en poste depuis très, très longtemps. Et il a toujours, bien sûr, l'ombre de M. Powell, qui est resté de mémoire gouverneur de la Fed, qui est là pour le conseiller en arrière-plan. Et c'est quand même hallucinant, cette situation-là, puis on peut se laisser là-dessus, Luc, mais donc, généralement, le patron de la Fed, quand son mandat se termine, ou son deuxième mandat se termine, il quitte, parce qu'évidemment, il veut laisser la place à son successeur. Là, dans le cas de Jerome Powell, en raison des enquêtes, il a décidé de rester comme simple membre, là, gouverneur du Conseil. Lui, je le connais, je suis depuis de nombreuses années. Lui, c'est certain, la semaine prochaine, le 17, si c'était Jerome Powell qui était aux commandes, c'est certain qu'on augmenterait le taux directeur, là, je veux dire, avec les chiffres qu'on a, la direction dans laquelle ça s'en va. Est-ce que son successeur, qui est quand même un fidèle, un loyaliste de Donald Trump, va en arriver à la même conclusion, selon toi? Ben, moi, j'ai hâte de le voir. Je souhaite qu'il le fasse, honnêtement, si je pense aux Américains. En même temps, fidèle de Donald Trump, ce qu'il prévoit peut-être, mais je suis pas certain que ça va les aider, c'est l'échéance électorale. On parle d'un président qui avait dit qu'il éliminerait l'inflation. C'était une promesse de campagne. C'est une des choses qu'on aimait du discours de Donald Trump pendant la campagne électorale. Et là, on est à quelques mois à peine de l'échéance électorale avec un coût de la vie. En passant, les salaires en valeur réelle ont reculé également. Donc, il n'y a pas que l'inflation. Il y a le pouvoir d'achat qui est affecté. Autour de la table. C'est une perception, ça, Luc La Liberté. C'est une perception, ça. Je sais, c'est une perception qui s'appuie sur... Je suis dans une réalité alternative, celle des faits. On ne vit plus dans cette réalité aux États-Unis maintenant. C'est pas la mode. Kellyanne Conway sort de ce corps. Merci, Luc. La Liberté, comme toujours, un plaisir de te retrouver avec nous. On se reparle demain. Parfait. Bonne journée à vous deux. Bye. Qu'on retrouve également, Francis, en termes de vérité, là, sur le plancher des vaches, les médecins. Oui. La dernière fois que tu as consulté un médecin, c'était pour quel problème de santé? Je t'en parle tout de suite après, mais lundi, j'ai vu un médecin. Tu as vécu un médecin pour un problème de santé grave? Non, pas grave, mais une petite inquiétude de santé que j'avais. Puis drôlement, j'ai pris rendez-vous d'urgence à mon médecin familial. Je me suis rendu là. Puis il m'a dit que j'avais rien. Puis je me suis senti pendant la consultation un peu niaiseux, tu sais, comme quoi, limite, j'y faisais perdre son temps, mais moi, ça m'inquiétait. Est-ce que tu étais si niaiseux que ça? Est-ce que le fait qu'on n'ait pas accès à des médecins, c'est seulement parce qu'il manque de médecins? Est-ce que le patient n'a pas une responsabilité également dans le système de santé? La dernière fois que vous avez consulté, c'était pour quel problème de santé? 187 Cube Radio, 1877-827-2346.